ברחובנו עצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר. Je donne tout de suite la parole au docteur Michael Grosbois. Là, je vous vois, bienvenue. Nous faisons toujours ces émissions en partenariat avec le Chouk Ben Ogros, donc c'était l'occasion en même temps de vous rencontrer, d'écouter votre Torah et de rappeler la mémoire du professeur Ben Ogros qui a, pendant de nombreuses années, plus de 90 ans, a permis le développement de l'enseignement du Maharal et d'autres enseignements. On vous écoute avec plaisir, Monsieur Gross. Bonsoir Rav Saadia, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde est en bonne santé et se sent comme il fonctionne bien. Qu'Akadosh Baruch Hu yishlach refoua shlema à tous ceux qui se sentent pas tellement bien. Un grand merci à cette occasion-là. Et je ne sais pas combien de fois j'ai eu une réunion entre un Chacham Baghdadi de Bagdad et le judaïsme alsacien qui se rencontrent sur un film qui nous montre la nature telle qu'elle est en Eretz Israël avec Shkedia pour Achat. Quand on voit ces images-là, on voit également ce que je vois là, comme vous voyez, cette caveret, cette ruche que j'ai devant mes yeux, on ne peut pas dire Ishtabach Shemo Veit Kadash. Et en fait, le rapport avec l'homme et la nature éveille tout de suite Shira, un chant, un piyut. Et cette rencontre-là, elle est toujours émouvante et impressionnante et inspirante et elle élève la personne. Et le Rav Yosef Chaim, qui a vécu au 19e siècle, comme dit en Irak, à Bavli, c'est un grand talmid chacham, il faut le savoir. Il est d'abord un posek. Son livre le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le Ben Ishraï, un livre de halachot qui est très suivi par le judaïsme irakien, mais pas seulement. Il a aussi écrit un livre de chou, de shelot ou de shuvot. C'est un posek qui est très proche de la réalité. Il donne des halachot très proches du terrestre. Et en plus, il était un darshan et il était un grand mekoubal, Echad Migdolé Hamekoubalim de son époque. Et en fait, tous ceux qui ont continué la Kabbalah ici à Yerushalayim étaient ses élèves et ils sont partis de Bagdad pour continuer leurs études et pour pouvoir se relier à la Kedusha de Yerushalayim. Donc, c'est une personnalité qui relie d'une certaine manière le ciel et terre, la halakha concrète et la Kabbalah mystique, et tout ça se mélange dans cette personnalité impressionnante du Rav Yosef Chaim de Bagdad. En plus, il a écrit des piyutim. Je m'excuse. Et en plus, il a écrit des piyutim, plus de 200 piyutim, pas tous ont été conservés, mais un de ces piyutim a été conservé, a été mis même en musique comme on vient de l'entendre. C'est un piyut qu'il a écrit concernant tout Bishvat, concernant les arbres fruitiers, et c'est celui que nous avons là maintenant entendu. Si vous avez suivi les mots, et même si vous n'êtes pas tellement hébraïsant, vous avez sans doute compris l'ensemble, parce que les termes qu'il utilise et sa manière de s'exprimer, elle est très simple, et on peut le suivre. Voilà, merci, celui qui montre ici. Oui, Aziranen et Sayarim. Et on connaît, et il faut savoir que souvent les païtanim aiment construire leur piyut sur des citations bibliques. Je ne vais pas passer un à un parce que nous n'avons pas le temps. On va juste voir le début, parce que le début est connu, et non seulement qu'il est connu, mais ça nous rappelle la parashat Shavua. Az yashir Moshe uvnei Israël et hashira azot. Alors Moshe et Bnei Israël se sont mis à chanter dans la sortie d'Égypte. Az yeranen et sayarim. Vous connaissez tous le verset que nous disons le vendredi soir. Az yeranenu atse ayar. Alors les arbres de la forêt
vont commencer à chanter. Ici, il ne s'agit pas de Aziranenu Atseayar, les arbres de la forêt, mais Etsayarim, l'arbre de toutes les forêts. Et il renverse un peu la phrase et il parle d'un arbre très spécial, l'arbre de toutes les forêts. Si les forêts, dans leur multitude, de leur diversité, représentent les nations de la terre, alors Etsayarim, l'arbre qui va se mettre en chant, c'est Israël, et Israël commence à chanter l'Ifne El Adir Adirim, et à partir du moment où il chante, Yair, évidemment il y a là un jeu de mots entre Ya'ar et Yair, et la nature réveille. Et c'est peut-être pour cela qu'on appelle cette soirée-là le réveil de la nature, parce que la nature nous réveille. Il y a Irzmirot Veshirim. Quand on rencontre la nature, on se réveille et on commence à chanter. Et donc, à Shir Chadash, il faut commencer à chanter un nouveau chant. Et on va en parler pourquoi c'est un nouveau chant. Et en fait, ce piout-là, il a une double strophe. Oui, chaque double refrain, pardon. Ashir, Shir, Chadash, ces trois mots-là finissent chacune de toutes les strophes. Et en plus, nous avons Yit Pa'er El Chai Tsurenu Ushmo Yit Chadash, que soit glorifié notre Dieu vivant et créateur, Ushmo Yit Chadash, et que son nom soit sanctifié. C'est le leitmotiv qui revient tout au long de ce chant. Et en fait, c'est un chant, on peut dire aujourd'hui qu'on est des gens écolos et qu'on aime la nature, etc., etc. Alors, on peut évidemment adopter ce chant qui convient très bien, puisqu'il parle de la forêt, il parle des fleuves, Neharot, il mentionne les fleuves, il mentionne les forêts, il mentionne les arbres, il mentionne, oui, il a notre Tovot, il mentionne spécialement les arbres que nous avons mentionné tout à l'heure, Eretz Chita ou Seora, Gefen ou Te'ena, Verimon, etc. Et je vois que celui qui a pris ce chant, il n'a pas pris la feuille que j'ai envoyée, mais il a sorti le chant ailleurs, parce que cette strophe-là, Baruch El Shochen Aravot, elle a une autre version. Tout de suite, je vais en parler, mais d'abord, regardez de quels fruits on parle ici. Inve Gefanim, il s'agit des raisins de la vigne. On parle des Etim Utmarim, les olives et les dattes. On parle également de Te'ena, de la figue. On parle de Rimonim. On parle également des grenades. Donc, nous avons les 7 fruits. Et chez Ishtabra, Eretz Israël, et quand on parle de la nature, on parle essentiellement d'Eretz Israël, on parle essentiellement de ces fruits-là. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque Chita ou Seora. Et c'est pour cela que nous avons une autre version que tout de suite je vais lire. Mais encore avant, il faut faire la remarque suivante. C'est que d'habitude, les païtanim, ils choisissent la première lettre de chaque strophe. De cette manière-là, souvent, ils signent leur nom pour qu'on sache qui est celui qui a composé ce piout. Le Rav Yosef Chaim, non. Lui, d'une manière très suivie, il a décidé, il a écrit, comme je vous l'ai dit, plus de 200 pioutim, mais aucun ne porte son nom. Et ni même ses livres. Il a écrit beaucoup de livres. Ces livres ont des noms assez bizarres. Notre fois, on devra les expliquer. Mais en tout cas, il porte pas son. Il laisse sa personne personnelle en arrière et il a choisi quand même. C'est pas qu'il est. Opa, ça a disparu. Il faut suivre le piout, sinon on ne comprendra pas ce que je vais dire maintenant. Et voilà, on y arrive. La première lettre de la première strophe, c'est le Aleph. Ensuite, nous avons Bet, mais on ne suit pas tout le Aleph Bet. Ensuite, on passe au Resh, Kaf, Yud, Hey, ce qui signifie Avarech, je vais bénir l'Éternel. Et finalement, Chazak, et donc, le leitmotiv de ce chant, c'est pas seulement la nature, mais quand l'homme rencontre la nature, il fait une bracha.
Et le sujet de ce chant, c'est plutôt la bracha. Et d'ailleurs, ça revient souvent, Baruch Mevarech, Yid Barach. Et donc, le sujet essentiel ici, c'est la bracha. Or, vous savez que quand on fait une bracha sur les fruits, et il y a un ordre. Et l'ordre doit suivre le pasuk Eretz Chita ou Sohora, Gefen Tena Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash. On suit les sept fruits que la terre d'Israël en a été bénie. Mais en fait, on ne suit pas l'ordre exactement comme il est marqué dans le pasuk, parce que le pasuk est composé du mot Eretz. Eretz chita ou sohora vegefen ou teena verimon. Eretz zet shemen ou dvash. Et donc, le mot Eretz qui revient et qui appuie donne le rythme à ce verset-là, tout celui qui est plus proche du mot Eretz, il a l'avantage. Et donc, d'abord, on commence par Chita ou Sohora, et c'est maintenant que je dois vous lire la deuxième strophe qui commence par un bet. Bara kol mine mezonot, ou betuvo mile granot, alzo abia renanot, ashir shir chadash. Et donc, dans cette deuxième version-là, il a inscrit effectivement Boré kol mine mezonot. Mine mezonot, ce sont ce qu'on appelle les gâteaux, les choses qui ont été mis dans le four et qui ont été faits de chita et de sora, de blé et d'orge. Et ensuite, quand on continue l'ordre des strophes, alors on passe à Anavim. Geffen, parce que pour la Geffen, il y a une bracha spéciale, Boré prie à Geffen, car la vigne Mesameach Elohim ve'Adam, et ensuite on peut passer aux autres, et puisque Eretz Chita ou Sora vegefen veteina, teina est assez loin du mot Eretz, alors que Zetim ou Tmarim sont très proches du deuxième mot Eretz, Eretz Zet ou de vache. Et donc la suite sera Zetim ou Tmarim. Vous voyez qu'il suit pas l'ordre du verset, mais l'ordre de la halacha quand on prononce les brachot. Et finalement nous avons la figue et les rimonim. Donc la bracha, c'est ça qui est important. Dire une bracha quand on voit la nature. Et le Rav Yosef Chaim nous invite à sortir voir la nature. Il a eu, dans ses halachot, il dit, va voir la nature et va bénir ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde. D'ailleurs, il le cite ici, Ubara, Ilanot Tovot, c'est de nouveau parti, et ça va tout de suite revenir très certainement. Bara, Ilanot Tovot, c'est la bracha que nous faisons lorsque au mois de Nissan, nous sortirons voir les arbres fruitiers et qui sont déjà en fleurs. Ubara ilanot tovot, boré nefashot rabot, c'est la bracha que nous faisons quand nous avons mangé un fruit. Et donc les brachot ici sont insérés dans ce piyut, mevarech hashanim, c'est la bracha que nous disons sur l'agriculture, et c'est l'occasion ici également de bénir l'agriculteur Ariel Pourat que nous avons vu tout à l'heure, parce que dans l'année de Shemitah, les agriculteurs, ce sont eux les giborim, giboré koach osé de varo, ceux qui cultivent la terre et qui essayent d'en sortir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, ce sont eux les véritables giborim d'Eretz Israël pendant l'année de Shemitah. En tous les cas, la bracha, c'est ça l'essentiel. La Gemara dans Masechet Berachot, le premier traité, au Daf Lamed Hei, pose la discussion d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une bracha. Alors ils amènent plusieurs versets et finalement arrive la Gemara en conclusion, Svarai. Laisse les versets de côté. C'est logique, dans la logique humaine. Il faut faire et remercier. Quand tu reçois quelque chose, tu dis merci. Ça, c'est la logique des brachot. C'est la première chose à comprendre. C'est être redevable et être reconnaissant à celui qui te donne ce que tu as à manger. Svarai. Mais la Gemara ne se contente pas de la logique humaine, elle ajoute quelque chose en plus. Kol hanehene ba'olam hazeh belo bracha ki'ilu gozel. Tout celui qui profite de ce monde-ci sans faire une bracha, c'est un voleur. Un autre dicton dit Kol hanehene me'olam hazeh belo bracha ki'ilu ma'al. Ma'al, ça signifie il a profané. Et on doit expliquer la différence entre un voleur et un profanateur. La différence est, à mon sens, la chose suivante. Et
Et d'ailleurs, la Gemara nous indique le chemin de cette réflexion. Elle nous dit, nous avons deux versets qui sont, semble-t-il, à première vue, contradictoires. Un verset nous dit, L'Hashem haaretz umloa. Et merci, voilà, formidable. L'Hashem haaretz umloa. La terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais un autre verset nous dit, Hashamayim shamayim l'Hashem. Les cieux appartiennent à Kadosh Baruch Hu ve'aretz natan livnei adam, mais la terre il a donné aux hommes. Alors qu'est-ce que c'est la terre? La Shem haaretz ou haaretz natan livnei adam? Et cette discussion-là entre ces versets nous propose deux manières de concevoir le monde. Une manière, c'est de voir que le monde a été donné à l'homme. Ve'aretz natan livnei adam. Et là, vous avez le texte de la Gemara. Et Va'aretz natan livnei adam, donc ça appartient aux hommes. Les hommes peuvent en profiter, mais non, à condition que l'homme sache qui lui a donné cette terre. Et s'il utilise la terre sans reconnaître qu'elle a été donnée à Va'aretz natan livnei adam, alors c'est un voleur parce qu'il ne remplit pas la première condition. Mais s'il dit la beracha, alors il reconnaît qu'il a reçu et il peut à ce moment-là, la terre appartient au domaine humain pour qu'il en profite, comme nous disons dans la bracha. Il y en a qui pensent non, la terre n'est pas du domaine humain, mais le domaine céleste, le domaine divin englobe également la terre. Et à ce moment-là, si toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, celui qui en tire profit, eh ben, il est moël. C'est comme s'il prend quelque chose qui est sanctifié et il l'utilise à des fins profanes. Ça, c'est la discussion dans la Gemara qui essaie de trouver jusqu'où va le domaine divin et où commence le domaine humain, où commence la responsabilité humaine. Les Mekoubalim font un pas un peu plus, et le Rav Yosef Chaim fait partie des Mekoubalim. Pour eux, la bracha, ou plutôt d'une manière différente, le monde ne se dissèque pas entre le monde divin et le monde terrestre. L'essentiel, c'est de voir l'ensemble. La bracha, c'est un dynamisme qui relie ciel et terre, qui relie le spirituel et le corporel. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est quoi? La bracha, elle va en double sens. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu donne au monde. Akadosh Baruch Hu mevarech. Il donne l'abondance, il donne la beracha, il donne la possibilité, il donne la vie. Idbarach el chai surenu, nous dit le Païtan. Qu'il soit béni, et il est baruch, il est béni parce qu'il nous donne bénédiction. Mais il donne bénédiction, peut-être gratuitement, maintenant très cède. Mais nous, comme êtres humains, nous faisons partie active du processus. Quand nous faisons la bracha, nous aspirons cette bracha. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, donne encore. On reconnaît que tout provient de lui. Et c'est pas que nous avons besoin de toute cette abondance, et c'est pas que nous réclamons cette abondance, mais c'est que nous voulons, c'est plutôt la main qui est tendue plutôt que ce que la main contienne. Ce que nous cherchons, c'est un rapport entre le monde divin et le monde humain, et ce rapport-là, on l'exprime par notre bracha à nous. C'est le mot bracha, c'est le même mot. L'abondance, le shefa qu'Akadosh nous donne, et la prononciation d'une certaine formule qui en est reconnaissant, ça aussi c'est la bracha. En fait, la bracha, c'est les deux. Et peut-être pour ça que la bracha commence par la lettre Bet et continue par la lettre Reish et finit par la lettre Kaf. 3 lettres qui en fait sont des multiples de 2 parce que la bracha est toujours à double sens. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu donne et c'est ce que nous recevons et c'est ce que nous faisons en fait, nous relie l'un à l'autre. Et c'est à cela, ce rapport-là que recherche le Mekoubal. Et il essaie de l'exprimer dans ce piyut, et qui est toujours, dans ce piyutim, c'est toujours des mots simples, mais il faut toujours un peu les gratter et rechercher le sens profond. Et je terminerai par la dernière strophe, si on peut montrer la dernière strophe de ce piyut, le Vakasha.
regardez ce qu'il nous dit à la fin, Chizku. Chizku levavot shovevot. Là, il y a un remède, une allusion à la période dans laquelle nous nous trouvons. Essentiellement, les Sfaradim connaissent le Troufat de Shovevim. Oui, Shovevim, c'est Shmot, Vayera, Bo, etc. Et Beshalach et Trouma. Et Chizku levavot shovevot. Simchu banim ima'avot. Banim ima'avot, évidemment, c'est les enfants avec les parents, comme le Rav Saadia l'a signalé dans son introduction. Mais banim ve'avot, c'est Bisrut Avot Toshia Banim, c'est également les rapports qu'il y a entre les générations futures et les générations précédentes, entre Akadosh Baruch Hu en haut qui est Av Bashamayim et nous qui sommes Benim Bechori Israël. Et donc tout ça, ça rentre dans ces termes-là. Chizku levavot shovevot. Lorsqu'on voit la nature, lorsqu'on fait une bracha, lorsque le ciel et la terre se mettent ensemble, alors kon yiskel le shanim rabot, alors il y a une bracha et une assurance que comme ça nous aurons la possibilité de continuer à vivre parce qu'il y a une raison à cette vitalité et à cette création. Et à ce moment-là, à Shir Chadash, qui est une formule d'après le Midrash qui représente la Geoula et Ashlema, à Shir Chadash, plutôt que Shira Chadasha, Shibechu Geolim, à la sortie d'Égypte, parce que ça c'était le commencement, et qu'il y aura après Shira Chadasha, il peut y avoir d'autres Galouyot, alors qu'après Shir Chadash, il n'y a plus de galouyot, c'est fini. C'est le summum de la chanson. Yitpa'ar el chay tzurenu ushmo yitkadash. Ça, c'est ce que nous espérons tous. Et simchu banim ima'avot veniske atem anachnu kol am Israël en Alsace et ce qui reste dans les autres pays du monde. Be'ezrat Hashem kulanu beyachad nashir shir chadash al geulatenu val pedut nafshenu. Toda rabba. Merci beaucoup au docteur Michael Gross. Un grand plaisir. On retient la bracha, cette notion, tu disais justement, de faire le lien entre le monde céleste, le monde humain. Dieu donne et nous, on reçoit. On termine maintenant cette soirée avec un dernier intervenant. C'est le Rav Eitan Fison. Rav Fison, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es parmi nous? Le Rav Fison est Rav de la communauté qui s'appelle Shorashim. Alors, c'est aussi... ça nous relie, voilà. On te voit à l'écran, ouvre ton micro et tu veux nous parler ce soir il paraît qu'on est déjà à l'époque de la Géoula, mais c'est avant l'heure. La Géoula avant l'heure, c'est le thème que tu as choisi pour tout Bishvat. Eh bien, Erev Tov, les Koulam, Erev Tov à tout le monde. Je suis très honoré de participer à cette soirée, évidemment, et participer à une étude sur tout Bishvat. Eh bien, c'est participer à dévoiler encore un petit peu plus eh bien, cette dimension de Géoula, et d'une Géoula, j'ai envie de dire, pour les professionnels. Oui, parce qu'il y a la Géoula pour les amateurs et il y a la Géoula pour les professionnels. Ah, je vois le Rav Morali qui est là. Shalom, Kvod Harav. Shalom, bracha. Merci. Shalom, shalom. Et il y a la Géoula pour les amateurs et la Géoula pour les professionnels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je vais le dire autrement. Il y a la Géoula pour ceux qui ont les lunettes spéciales Géoula, et puis il y a la Géoula pour ceux qui ont oublié les lunettes. Alors, il faut oublier personne, évidemment. Donc, Akadosh Baruch Hu met en place une Géoula, on va dire, tellement évidente que n'importe qui peut le voir. C'est la Géoula de Pessah. À Pessah, il n'y a pas de débat. On sort d'Égypte, c'est la Géoula extraordinaire. Nous sommes en plein dans les parachiotes de la sortie d'Égypte. Personne n'est dupe. Géoula chez le Pessah. Mais il y a des gens qui voient un mois plus tôt les bribes de la Géoula se mettre en place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, avant d'aller plus loin vers les mois, j'aimerais poser une question de halakha pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se joue ici à Tou Bishvat. À Tou Bishvat se joue une question simple, à savoir
Mais quand est-ce que commence la journée? Voilà, c'est ça la vraie question. D'après le judaïsme, quand commence la journée? Alors, pas le jour, mais bel et bien la journée. C'est-à-dire que nous savons que d'après le judaïsme, vaï erev, vaï boker, c'est-à-dire qu'on commence par la nuit et ensuite le matin. Mais moi, je pose la question, à quelle heure ça commence le matin? Vous allez me dire, bah ça va, c'est pas très compliqué. La journée commence au moment où le soleil se lève. Nachon, vous avez raison. D'après la halakha, Hanet Sachama, c'est le début de la journée. Comment je le sais? Je vois le soleil. Donc je sais que c'est plus la nuit. Nachon. Cependant, Hanet Sachama, qu'on va appeler l'aurore, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas attendu le soleil se lever pour dire que la journée commence. Il y a des gens qui sont un petit peu plus sensibles et qui voient le renouveau de la luminosité bien que le soleil ne se soit pas encore levé. Ce qu'on va appeler en hébreu alot hashachar, ou alors en français l'aube. C'est-à-dire, le soleil n'est pas encore sorti, mais on peut commencer à ressentir déjà la luminosité. D'où la marloquette dans le Talmud, dans la Mishnah, vous savez bien, mais matai korin et shma beshacharit, à partir du moment où on peut faire la différence entre Trelet et Lavan, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du moment où le soleil s'est déjà levé, mais où la lumière revient. C'est un petit peu plus fin. Ce n'est pas aussi évident que lorsqu'on voit la boule de feu dans le ciel. Mais on pourra commencer, d'après la halakha, à dire les brachot du matin au lever de la lumière. On les appelle donc les birkot à shachar. Alors que la tfila, on le dira be'anet sachama, au moment du soleil, mais on pourra commencer à dire les brachot un petit peu avant. Mais j'ai envie de vous dire que celui qui voit le début de la journée comme étant alot hashachar, eh bien, il a des lunettes, mais ce n'est pas des lunettes de professionnel. Il a des lunettes parce qu'il voit un peu mieux que celui qui a attendu le lever du soleil. Mais en vérité, il aurait pu très bien enlever ses lunettes, il aurait bien vu que la lumière revient. Par contre, un problème technique, voilà, de ma femme qui était en train de passer. Voilà. Il y a des lunettes de professionnels. Ces lunettes de professionnels, c'est ceux qui disent que la journée commence alors qu'il n'y a absolument aucun moyen de le voir avec l'œil nu. Nous disent les Mekoubalim que la journée commence à partir du début de la fin de la nuit. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est en fait le milieu de la nuit, donc à partir de Tikkun Chatzot, c'est le début de la fin de la nuit. Donc en fait, c'est le début de la journée. Ah oui, mais attention, personne ne peut le voir. Personne qui n'a pas les lunettes spéciales ne peut le voir. On est en plein milieu de la nuit. Nachon. C'est pour ça que les kabbalistes, eux, vont commencer les brachot à Tikkun Chatzot, mais ce n'est pas l'enseignement de la halakha classique. Et on ne peut évidemment pas l'imposer à qui que ce soit. Les amis, cette réalité du début de la journée, de est-ce que ça commence au lever du soleil, ou alors, eh bien, au lever de la lumière, ou alors au début de la fin de la nuit, eh bien, se retrouve également au niveau de l'année. Mais quand est-ce que ça recommence l'année? Ah ben c'est pas compliqué. L'année juive, c'est en Nissan. Ah ben oui. C'est-à-dire que le mois de Nissan, c'est le début de l'année, c'est le printemps. Ayom atem yotzim bechodesh ha'aviv. Très bien. D'ailleurs, c'est pas très compliqué. On voit les arbres en fleurs. J'ai entendu le docteur Gross nous expliquer Birkat Ilanot tout à l'heure. Chez Bara Ilanot Tovot. Je crois que c'est vous qui avez dit, Nachon. Et donc, effectivement, c'est pas très compliqué. Je vois très bien les arbres en fleurs. Et je vois le renouveau de la nature. Mais il y a des gens, comme j'ai commencé à le dire, qui voient déjà un mois plus tôt le renouveau de l'année, à Pourim.
Ah oui, parce qu'il faut une corrélation entre le fait que Esther est appelée Ayelet HaShachar. Et donc, ils se disent que si Nissan, c'est au niveau de l'année le lever du soleil de la journée, eh bien, Purim, c'est le Ayelet HaShachar, le Alot HaShachar, le début de la lumière qu'on peut retrouver dans l'année. C'est vrai, c'est encore à Purim la saison des pluies, mais des fois il fait beau. Des fois, tu te rends compte que tu commences déjà à arriver vers le renouveau. Enfin, vous n'allez quand même pas me dire qu'en plein mois de janvier, les gens vont penser que c'est le printemps. Mais non, en plein mois de janvier, ce n'est pas le printemps, c'est la pleine saison des pluies. Nachon. Nachon. Béhémet, à tout Bishvat, il pleut. Enfin, de moins, on espère qu'il pleuvra. Mais à tout Bishvat, comment est-ce qu'on peut voir qu'il s'agit d'un véritable renouveau? Nous dit le Talmud à Yerushalmi, à tout Bishvat, la sève commence à remonter dans les arbres. C'est-à-dire que la vitalité de l'arbre recommence, mais tu ne le vois pas. Ou du moins, il faut des lunettes très très spéciales pour le voir, pour voir à l'intérieur. Tout Bishvat, c'est la saison des pluies. Et pourtant, comme dira la Ganénet, Ashkedia porachat, veshemesh la zorachat. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de chanter. Ashkedia porachat, veshemesh la zorachat. La shkedia est en fleurs, l'amandier est en fleurs. Mais dis-moi, l'amandier, mais ça me rappelle quelque chose. Lorsque Akadosh Baruch Hu parle au prophète, il lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, Makel Shaked Aniroé. Et là, moi, je me pose la question, mais enfin, la réponse de Dieu est incompréhensible. Il lui dit, Shkoyer et Taftalirot. Tu as bien vu. Mais enfin, il lui a montré un bâton. C'est normal qu'il dise qu'il a vu un bâton. Non, il a compris qu'il s'agissait d'un bâton d'amandier. Qui choquait Dani Aldevari la Soton. Car j'ai envie d'être un amandier moi-même pour amener la Géoula au peuple juif. C'est quoi la particularité de l'amandier? C'est qu'elle est en fleurs avant même que tout le monde ait pensé à sortir des fleurs. C'est-à-dire que tout Bishvat, c'est la Géoula, alors que dehors, on ne dirait pas que c'est la Géoula. C'est une Géoula qui est de Tikkun Chatzot, une Géoula complètement intérieure. Celui qui a les lunettes, il arrive à le voir. Vous savez, dans la halakha, alors je sais pas ce que tu me mets ici. Ah, la chanson. Il y avait, quelle rapidité, incroyable. Quand on y regarde de plus près au niveau de la halakha, vous savez, il y a des fêtes qui sont des oraïta, c'est-à-dire qui ont été mis en place par la Torah. C'est les fêtes où on n'a pas besoin de lunettes. C'est Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est des fêtes qui sont en relation directe avec Pessah, les fêtes des oraïta. Et puis, il y a des fêtes qui sont un petit peu plus sensibles. Il faut une sensibilité plus grande pour les ressentir. C'est les fêtes des Rabbanan. Purim, Hanouka, Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim. Mais il y a des fêtes qui sont tellement sensibles qu'elles ne sont même pas encore officialisées. Ce sont des minagim pour l'instant. Et Tou Bishvat en est le plus grand symbole. Si dimanche soir, vous décidez de ne pas manger de fruits et de vous faire une fondue savoyarde, eh bien, vous ne transgressez aucune halakha. Mais si dimanche soir, vous décidez de manger des fruits, vous participez à ce minag mis en place par les Mekoubalim de dire « je ressens le réveil ». Ça y est, je ne le vois pas encore, mais je sais qu'il est là. Ainsi, eh bien, la fête de Tou Bishvat n'est pas une halakha, mais c'est un minag qui, d'année en année, prend plus de force et prend plus de réalité. Eh bien, ce qui était vrai pour la journée, l'aurore, l'aube, la moitié de la nuit, qui était vrai également pour l'année, Nissan, Purim, Adar, Tou Bishvat, eh bien,
est vrai également au niveau de la Géoula en elle-même. La Géoula, c'est pareil. Il y a une Géoula, on a dit, pour amateurs, c'est-à-dire une Géoula où c'est clair, il n'y a pas de débat. Akadosh Baruch Hu a sorti son peuple de l'exil, il a créé l'État d'Israël, c'est extraordinaire. Mais il y a des gens qui, avant la création de l'État d'Israël, sentent la Géoula, comme par exemple le Chafetz Chaim, qui écrira, enfin c'est son fils qui écrira dans le livre Toldot Chafetz Chaim, que lorsque son père entend la déclaration Balfour, il dira cette phrase en arabe, dos is dos, ce qui veut dire en bon arabe, ça y est, c'est ça, c'est parti. Et dira également le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, Baal HaMeshech Chochma, ça y est, la Géoula est lancée. Bon, mais tu me diras, il s'est passé quelque chose, il y a eu la déclaration Balfour, ce n'est pas rien. Il y a des gens qui ont ressenti le début de la Géoula à Tikkun Chatzot. Au moment où on ne pouvait absolument rien voir, mais eux l'ont ressenti. Alors, je suis désolé à cette heure tardive de vous faire des mathématiques, mais on va arrondir, on ne va pas être très strict au niveau des maths. Nous sommes en 5782. Très bien. Vous le savez, le monde de l'influence de l'homme, c'est 6000 ans. Et chaque millénaire correspond au jour de la création. Ainsi donc, nous sommes vendredi. Nous sommes dans le 6e millénaire, préparés à rentrer dans Yom Shekulo Shabbat. On l'a dit, la journée dans le judaïsme, c'est d'abord le soir et ensuite le matin. Ce qui fait que dans chaque millénaire, il y a 500 ans de nuit, où il ne se passe pas grand-chose, et 500 ans de jour. Nous sommes donc en 5782. En fait, en l'année 5500, a commencé à Netzach Hama. Mais c'était quand Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot du dernier millénaire, c'est-à-dire le moment où les Mekoubalim se disent « ça y est, la Géoula, c'est maintenant ». Eh bien, si on va en arrondissant un petit peu, Tikkun Chatzot, je ne vais pas vous faire des chiffres très très précis, mais ça nous amène eh bien, tout simplement aux années 1550. Et c'est quelle année ça? C'est Rabbi Yosef Karo, c'est les Mekoubalim de Tzfat qui vont commencer à dire que tout Bishvat, il faut lui donner son importance. C'est lorsque Rabbi Yosef Karo écrira dans son introduction du Shulchan Aruch Et Azamir Igia, Vekol Hator Nishma Be'artzenu, repris cette phrase par le Gaon de Vilna, repris par ses élèves qui vont écrire le livre Kol Hator. Ça y est, c'est le moment. En d'autres termes, tout Bishvat, c'est la fête de la Géoula pour ceux qui sont capables de le voir. C'est la fête de la Géoula que ni les rabbins et ni, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu nous a imposé. Mais c'est la fête où Am Israël s'est éveillé eh bien, à la réalité, s'est éveillé à la résurrection du peuple juif sur sa terre. Et je terminerai par, eh bien, puisqu'on est et Tou Bishvat et la Shemitah, vous savez, à Tou Bishvat, il y a depuis une centaine d'années un nouveau minag. Alors, je ne sais pas si notre agriculteur est toujours avec nous, mais j'espère ne pas dire une bêtise. Dans les années 1920, un homme extraordinaire qui s'appelait le Rav Zev Yahavetz a lancé une coutume, la coutume de planter des arbres à Tou Bishvat. Non, ce n'est pas le KKL, c'est le Rav Zev Yahavetz, qui a été repris par le KKL, pas de problème, mais c'est le Rav Yahavetz. Et le Rav Yahavetz était un passionné d'agronomie. Sauf que le problème, c'est que la pire période dans l'année pour planter un arbre, c'est Tou Bishvat. Donc, comment un homme qui était passionné d'agronomie a lancé un minag comme celui-là? Eh bien, là aussi, les racines sont très profondes dans la Torah Kabbalah. Pour la simple raison que vous connaissez peut-être ce minag extraordinaire qui est mentionné dans le Talmud, qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash, que lorsqu'un homme naissait, lorsqu'un bébé garçon venait au monde, eh bien, on plantait un arbre pour lui. Lorsqu'une jeune fille venait au monde, on plantait un arbre pour elle.
Et lorsque, les parents, ils savaient quels arbres ils avaient plantés pour leurs enfants. Et lorsque monsieur et madame allaient décider de se marier, eh bien, on coupait une partie de l'arbre de lui et de elle, et on faisait une choupa avec. D'abord, c'est un minag extraordinaire. Moi, j'ai reçu le diplôme de mes 4 enfants qui sont nés à Jérusalem. La mairie de Jérusalem a planté un arbre pour eux. Je ne sais pas si pour le mariage de mes enfants, je vais pouvoir aller prendre un petit bout pour faire la choupa, c'est un autre problème. Le Rav Zev Yahavetz nous dit la chose suivante. Le zivoug qu'il y a entre un homme et une femme et on prend les arbres pour en faire la choupa, eh bien, il est temps de le mettre à l'échelle de Am Israël et de sa terre. Vous le savez, il y a une marloquette dans le Talmud, est-ce que le monde a été créé en Nissan ou en Tishrei? Et d'après la halakha, l'avis de Rabbi Yehoshua est le bon. C'est-à-dire que le monde a été créé en Nissan. Mais comme vous le savez, le premier Nissan, c'est l'homme. Donc le 25 Adar, c'est le monde entier, 5 jours avant. Or, nous dit la Gemara, 40 jours avant la naissance, une voix sort et dit « Celle-là, c'est pour celui-là. Celui-là, c'est pour celle-là. » 40 jours avant le 25 Adar, eh bien, c'est Tou Bishvat. Rabotai, ça veut dire que le minag de planter des arbres à Tou Bishvat, c'est tout simplement pour préparer la future choupa entre la terre d'Israël et Am Israël qui se retrouvent dans notre génération et qui sont en train d'enlever les lunettes parce que Tou Bishvat devient une fête qui est fêtée par tout le peuple juif et on n'attend plus qu'une seule chose, c'est que les rabbins statuent sur la fête de Tou Bishvat et disent, les amis, l'année prochaine, ce n'est plus une option, c'est une obligation de manger des fruits. Et à ce moment-là, la fête de Tou Bishvat passera du statut de minag au statut de fête officielle. Pour cela, il faudra qu'un événement touche le Ham Israël à Tou Bishvat. Il y en a eu un, mais je ne sais pas pourquoi les rabbins, ils n'ont pas eu l'idée à ce moment-là. Il y a déjà eu un événement qui a touché tout le Ham Israël à Tou Bishvat. C'était en 1949, et je terminerai par là. En 1949, à Tou Bishvat, la Knesset, la Malchut du peuple juif retrouvé, est passée à Jérusalem. Faisant de facto de l'État d'Israël naissant, non pas un nouveau pays dans le Moyen-Orient, mais la résurrection du royaume du roi David sur sa terre d'Israël retrouvée et dans sa capitale de Jérusalem. Bon, je ne sais pas, ils n'ont pas pensé à l'époque. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un événement extraordinaire qui va faire en sorte que tous les rabbinim vont s'unir et vont dire Tou Bishvat, cette année, c'est obligé. Et en attendant, je vous souhaite Chag Sameach et Achila Tova. Et plus de fruits il y aura, mieux ce sera. Et voilà. Toda Rabba à tout le monde. Et Erev Tov, les couleurs. Merci au Rav Etan et on se donne rendez-vous l'année prochaine, si Dieu veut, pour Tou Bishvat comme fête nationale. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé jusqu'à présent, qui êtes toujours présents sur YouTube ou sur Zoom, et en espérant vous retrouver bientôt. Chag Sameach pour Tou Bishvat la semaine prochaine. Et Johan, un grand merci à toi aussi dans l'organisation et une bonne continuation. שכל עשב יעשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה כמה יפה ונאה Sadia, כששומעים השירה Oui. שלהם Sadia, c'était pour te dire que tu as fait un choix exceptionnel de tes participants.